il y a aussi une dimension gouvernance, le fameux G, Qu'on pourrait parler d'un nouveau rôle de contrôleur ESG. que tous les jobs vont devoir intégrer une petite dose de ESG. Et à côté de ça, il y aura des jobs dédiés dont ce sera vraiment le métier. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Dialogue ESG, le podcast qui explore l'actualité à travers le prisme de l'ESG. Ensemble, nous décryptons les défis actuels et examinons comment ils influencent la construction d'un avenir plus responsable. Moi, c'est Patrick. Et moi, c'est Dominique. Bon, Dominique, les entreprises se transforment et dans ce podcast, dans cette émission, on vous laisse poser la question comment cette transformation affecte les entreprises et comment est-ce qu'elles y répondent d'un point de vue des jobs qui sont proposés et qui sont devenus nécessaires pour accompagner cette transition. Donc, selon ton expérience, qu'est-ce qu'on retrouve comme type de job pour matérialiser cette transformation ESG? Alors, les entreprises se transforment de multiples manières, déjà. Donc, l'intelligence artificielle les transforme, la digitalisation un peu plus tôt et l'utilisation de la data les transforme. Et effectivement, la thématique ESG les transforme. Donc déjà, je pense qu'à ta question, on va essayer de se focaliser sur la partie ESG, mais probablement que la partie ESG est en plus couplée au reste. Parce que finalement, une transformation, on le sait, hein, ne se produit jamais de manière totalement isolée. Mais c'est vrai que on peut pas parler de tous les sujets en même temps, donc on va vraiment se focaliser sur la partie ESG. Et là, j'ai envie de démarrer par cet élément qui paraît probablement clair pour tout le monde, mais je préfère le repréciser, c'est que l'ESG, c'est très opérationnel, puisqu'en fait, on parle de l'utilisation de l'eau, on parle de la consommation d'électricité, le type d'électricité qui est consommé, la manière d'interagir avec ses fournisseurs. Mais en même temps, il y a aussi une dimension gouvernance, le fameux G de ESG, et là, on est plutôt sur quelles sont les règles que la société souhaite s'imposer à long terme dans sa manière de faire du business. Donc, à ta question, et je pense que c'est ce qu'on va creuser aujourd'hui, ça touche énormément de parties de l'entreprise, de l'opérationnel jusqu'au niveau de la gouvernance. Et de ce point de vue-là, j'aurais presque tendance à dire que tous les jobs vont devoir intégrer une petite dose de SG. Et à côté de ça, il y aura des jobs dédiés dont ce sera vraiment le métier. Donc, on a une transformation. Hein, au départ, parce que la durabilité, on en parle depuis 20 ans, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y avait des jobs qui étaient dédiés, ou en tout cas, s'il y en avait, ils étaient peu nombreux. C'était probablement un peu, bon, toi, tu as un peu d'expérience dans la boîte, tu connais bien le métier, est-ce que tu peux faire un plan de durabilité qui était peut-être utilisé dans le marketing, peut-être pour d'autres raisons dans la boîte. Mais maintenant, quand tu parles justement de cette gouvernance, qu'on peut dire qu'il y a vraiment des jobs dédiés à vérifier que les données qui sont obtenues et qui sont transmises soient aussi auditables, dans le sens qu'on peut leur faire confiance. Donc ça, ce serait un nouveau type de job qu'on a aujourd'hui. Ah, mais je pense que c'est l'élément central pour que ça fonctionne. Parce que si on part de l'hypothèse que la gouvernance est définie par le conseil d'administration, lui, il est en place. Donc évidemment, il a besoin de s'appuyer sur des experts qui vont l'aider à définir les règles pour la société, mais globalement, il est en place. Dans l'exécution stratégique, une fois que les règles sont définies, en général, le CEO, le COO et toute l'équipe de direction savent décliner une stratégie et informer les gens sur ce qui doit être fait. Mais par contre, là où on a vraiment besoin de nouveaux jobs, c'est des gens qui comprennent la manière dont, d'un point de vue opérationnel, tout se met en œuvre et d'aller vérifier que les choses soient mises en œuvre dans toute l'organisation de manière relativement uniforme et homogène. Parce qu'on ne veut pas que une règle
ESG défini au niveau du board soit appliqué d'une certaine manière dans un pays, d'une autre manière dans l'autre pays, voire pire, appliqué d'une certaine manière dans une usine, appliqué d'une manière différente dans une autre usine. Donc il y a quand même ce travail d'homogénéisation à faire sur des sujets qui ne sont pas forcément maîtrisés au sein de l'entreprise, parce que l'ESG, c'est de ce point de vue-là, enfin surtout la partie E de l'ESG, c'est vraiment nouveau et impacte énormément la manière de faire du business. OK, donc on peut dire vraiment qu'il y a des nouveaux rôles. Est-ce qu'on pourrait, si on faisait le parallèle avec, le controlling financier ou le contrôleur financier a un rôle aussi de s'assurer que les données qui sont collectées, sont comparables, au sein de son groupe pour avoir une unité. Est-ce qu'on pourrait parler d'un nouveau rôle de contrôleur ESG qui aurait ce rôle justement de s'assurer à nouveau, la qualité et l'auditabilité, des données? Ouais. Hem, Et ouais, donc effectivement, c'est le contrôleur ESG, c'est le nouveau rôle. La question qu'on se pose tous, et je ne sais pas si tu as une idée à ce sujet-là, c'est est-ce que c'est le contrôleur financier qui deviendra aussi le contrôleur ESG, ou est-ce que il y aura une autre personne à côté du contrôleur financier qui fera le travail de contrôle ESG? Et je pense que cette question est probablement pas tranchée aujourd'hui. Non, probablement pas, d'après ce qu'on voit aujourd'hui, au travers de nos expériences. Et à nouveau, en faisant la comparaison avec le contrôleur financier, tout le controlling financier aujourd'hui dans les entreprises, il est sensiblement le même. C'est-à-dire qu'on a un contrôleur financier, on a quelqu'un qui s'occupe de la consolidation, qui est rattaché donc à la finance, qui est rattaché au CFO, qui est rattaché au CEO. On a évidemment des nuances selon la taille de l'entreprise et le type, d'industrie et aussi certaines fois ça d'un point de vue historique, mais ça reste sensiblement la même organisation. Il me semble qu'avec le contrôleur ESG, on est aujourd'hui, dans une phase, de recherche de structure, de la même manière qu'on disait dans le dernier podcast qu'on avait, un on était beaucoup plus, récent, en fait, dans la recherche de la hiérarchie et de l'évolution du reporting. De la même manière ici, on a des contrôleurs ESG qui pourraient être attachés aujourd'hui à la finance, au CFO, au CEO, mais on a aussi des situations où tout d'un coup, on a un CSO, un Chief Sustainability Officer, auquel serait rattaché le contrôleur ESG et lui-même, ce CSO est rattaché au CEO. On voit aussi qu'il y a l'étape légale, c'est-à-dire que comme on a des nouvelles régulations qui sont pour certaines entreprises assez contraignantes et assez nouvelles, on demande l'avis du département légal, mais qui, au-delà de demander simplement l'avis, on peut savoir aussi rattacher ces personnes et dire voilà, tant que les chiffres n'ont pas été validés par le département légal, elles vont nulle part. Après, où est rattaché le département légal? Là, à nouveau, quelquefois sur le CFO, quelquefois directement sur le CEO. Donc, c'est quelque chose qui est encore en mouvement. Mais je pense, Dominique, comme tu disais, à terme, je vois quand même le contrôleur ESG rattaché à la finance, parce que parallèlement à tout ça, le job du CFO, lui, a beaucoup évolué ces 10 dernières années et englobe beaucoup plus d'activités stratégiques d'une entreprise que ce qu'il y a encore 20, 15 ans. Il y a 20, 15 ans, hein, on ramenait des chiffres, on s'assurait qu'il y avait assez de cash dans la boîte pour faire très simple, évidemment. Et aujourd'hui, le CFO a un rôle beaucoup plus stratégique que ce qu'il avait il y a encore quelques années. Et donc, comme son rôle, lui, il évolue, il est capable aujourd'hui d'englober d'autres types de reporting, et notamment le reporting non financier. Ça, c'est mon avis. Après, comment les choses vont effectivement se mettre en place, ça le temps qui nous le dira. Mais c'est vrai que je pense quand même qu'à terme, on va se retrouver dans ce groupe-là, qui a déjà l'habitude de collecter des chiffres, de les travailler, de les transformer pour les présenter. C'est une équipe qui est capable de Mmh, faire ça aujourd'hui. Donc, avoir une raison qu'ils ne soient pas capables de le faire aussi avec des chiffres non ouais. financiers. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en t'écoutant, ça me fait penser à quelque chose que j'ai expérimenté dans une carrière précédente. Et d'ailleurs, je l'ai déjà mentionné parce que ça fait référence à nos discussions sur Sarbanes-Oxley, sur la transformation aussi
des banques suite à la crise de 2008 et de 2011 en Europe. D'ailleurs, on voit que ce sont principalement les crises qui font les grandes transformations au sein des organisations. Mais pour revenir sur le sujet qui nous intéresse, et ça a été une forme de frustration pour moi, c'est que de mon point de vue, à l'époque, la gestion du risque et la gestion de la performance financière sont vraiment des thématiques qui auraient dû converger. Et donc, pour moi, j'étais un peu naïf à l'époque parce que je ne me rendais pas compte de toutes les considérations. Euh, je me disais, c'est très important que la même personne comprenne que elle essaye d'atteindre une certaine forme de performance, mais pour atteindre cette performance, elle doit avoir le risque sous contrôle. C'est-à-dire que si je prends énormément de risques, peut-être que je peux atteindre plus de performance, mais est-ce que cette prise de risque est vraiment en ligne avec les règles que le board ou mon CEO a défini en amont? Et là, il y a un vrai défi parce que si tout ça, c'est dans la même organisation, le pilotage opérationnel est beaucoup plus efficace puisqu'en fait, d'un côté, on a les risques, d'un côté, on a la performance et puis on en parle ensemble et ça crée une espèce de balance qui va permettre d'avoir la meilleure décision prise le plus rapidement possible. Par contre, dans la réglementation bancaire, c'est ce qui a amené aux plus grandes crises. Parce que il existe dans la terminologie anglo-saxonne un concept qui s'appelle segregation of duties. Et ça, moi, ça a été ma grande frustration parce que moi, je suis quelqu'un qui vient vraiment de l'opérationnel. Mais d'un point de vue exécution et supervision des règles de gouvernance, c'est beaucoup mieux d'avoir deux départements complètement indépendants qui ne rapportent pas à la même structure décisionnelle pour éviter justement qu'il y ait des prises de décision qui ne soient pas sous le coup du bon sens, mais qui soient influencées par finalement, il faut absolument que j'atteigne mon objectif de performance, donc je vais un peu laisser le risque de côté pendant 6 mois, histoire que la performance soit atteinte. Et ça fait référence finalement à est-ce que tout est chez le CFO ou finalement est-ce que c'est pas plus pertinent d'avoir un CSO qui peut-être rapporte directement à un comité qui lui-même rapporte au board et le CFO qui lui rapporte au CEO et le CEO ayant une responsabilité au niveau du board, ce qui nous amène en fait à une séparation des responsabilités claires entre le CSO et le CEO. Donc le fameux segregation of duty. Et là, sur le climat, d'une manière générale, si on veut éviter le greenwashing, au niveau du board, si la décision c'est d'éviter le greenwashing, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose de faire cette segregation of duty, cette espèce de mur. Donc, ce que tu me dis, en fait, c'est que les objectifs financiers d'une entreprise et ses objectifs ESG seraient pas forcément compatibles. Bon, on l'a vu par exemple avec un précédent épisode avec le cas Danone, où oui, on devient une entreprise à mission, mais finalement, ça plombe le résultat du groupe. Donc, en fait, d'avoir tout qui serait sous le CFO, donc avoir une prise de décision pour tout ce qui est financier et non financier, ça provoquerait très probablement des conflits d'intérêts. Et donc d'avoir ça, comme tu dis, segregation of duty, d'avoir deux équipes qui, elles, vont peut-être s'écharper à un moment ou à un autre dans des meetings, pardon, et quelqu'un devra trancher, donc le CEO serait plus efficace. C'est vrai que c'est une autre approche. Moi, je voyais plus vraiment le travail du contrôleur, donc la personne qui a un travail opérationnel au niveau de la data, c'est-à-dire que je collecte de la data, je la transforme et je la présente. Et toi, tu voyais un rôle beaucoup plus opérationnel dans l'opération de l'entreprise, c'est-à-dire qui prend les décisions par rapport à certaines activités pour qu'elles soient financièrement intéressantes, mais aussi respectent les règles qui sont imposées par tout le reporting ESG. Et c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que ça prouve vraiment que les entreprises vont se chercher encore un moment. Il y aura des boulettes, il va y avoir des erreurs qui vont être faites,
certaines petites, certaines grosses qui vont faire la une des journaux. On espère non pas quelque chose d'aussi gros comme Enron dont on a parlé aussi dans un précédent épisode, mais on aura des situations où peut-être c'est aussi la réglementation qui va changer, qui va dire, bon, en fait, on ne peut pas fonctionner comme ça, il faut que ça soit comme ça pour justement s'assurer que une certaine chose qui sera passée et qui aura fait la une des journaux ne puisse plus arriver. Et c'est ça que je pense qui rend tout le sujet ESG intéressant et même passionnant, c'est que on est à la naissance de quelque chose et ce quelque chose va évoluer dans les 10-15 prochaines années et c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir suivre ça de près avec toi, Dominique. Ouais. Et je pense que si on souhaitait dresser peut-être une carte de ce qui pourrait arriver, c'est que les entreprises qui souhaitent réellement mettre en place ce qu'on appelle la RSE, on en a déjà parlé aussi, auront besoin de cette segregation of duty. Parce que, Rappelle-nous peut-être vite qu'est-ce qu'est le RSE pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers épisodes. bah, disons, la RSE, c'est vraiment la responsabilité sociale ou même sociétale, comme certains le disent, des entreprises. Donc, c'est l'idée de l'entreprise à mission d'ailleurs. Hein, c'est je veux jouer un rôle majeur dans la protection de l'environnement, dans le bien-être global des gens qui travaillent pour moi, de mes clients et de la société en général. Donc là, il y a vraiment cette mission de vouloir contribuer. Alors que l'ESG, c'est vraiment la thématique pure, sans ce côté plus sociétal, on va dire, plus moral en fait, d'une certaine manière. Et donc, si l'entreprise se dit je veux avoir un profil RSE, dans ce cas-là, la segregation of duty va quand même toujours être l'arbitrage entre la productivité, la performance et cette mission de contribution. Alors que si l'entreprise ne souhaite pas aborder cette dimension RSE, mais reste purement sur un élément ESG, par rapport à la résilience de sa chaîne d'approvisionnement, par rapport à ce genre d'éléments très opérationnels, là, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir une double structure et tout le contrôle peut être fait au sein de l'unité CFO parce que on va pas se le cacher, le fait d'avoir une double structure et d'avoir des conflits d'intérêts potentiels qui doivent être résolus entre ces deux structures, ça va diminuer la productivité de l'entreprise. En principe. Donc, c'est un C'est clair. choix. C'est clair. Le CEO devra beaucoup plus souvent arbitrer et s'il doit arbitrer ça, il aura moins le temps de s'occuper d'autres choses et donc potentiellement ralentir le travail de toute entreprise et donc de sa profitabilité d'une manière générale. Écoute, je pense que c'est un sujet passionnant, comme je l'ai dit avant. On en est au début. On aura l'occasion sûrement d'en reparler, soit de cette thématique en particulier, soit au travers d'autres thématiques qu'on souhaite aborder dans les prochaines émissions. Mais c'est quelque chose qui est de loin pas résolu et qui va nous occuper sûrement encore un petit moment. En tout cas, merci pour cet échange, Dominique. Et je te dis à bientôt. Bah, merci à toi et puis je pense qu'on se retrouvera très bientôt pour illustrer justement avec des cas pratiques et des exemples ce qu'on a discuté aujourd'hui. Donc à très bientôt. Allez, ciao.